Avant de définir l'intelligence artificielle, il faut quand même reconnaître que le mot est mal choisi. Le mot intelligence, c'est quelque chose qui se rapporte aux humains. Les seuls animaux qui étaient intelligents, c'était des êtres humains. Et puis maintenant, on dit les machines sont de plus en plus intelligentes, donc on utilise le mot de l'intelligence artificielle. Maintenant, l'intelligence artificielle, c'est les techniques et des algorithmes qui ont été développés pour être tournés dans les machines, qui donnent plus ou moins les mêmes capacités cognitives que l'être humain, donc des tâches plutôt sophistiquées que jusqu'à maintenant seulement l'être humain était capable de faire. Mais comme je l'ai dit et je répète, l'intelligence artificielle utilise ce mot intelligent de manière, je dirais, pas très adéquate. Parce que quand on entend intelligent, on dit l'intelligence humaine. Mais les machines sont conçues pour faire des tâches plus sophistiquées avec des algorithmes, avec des approches qui sont très très différentes de l'approche qui est dans le cerveau humain, qui est un peu le centre de ce qu'on appelle l'intelligence. Et actuellement, l'intelligence artificielle, le paradigme qui est appelé l'intelligence artificielle, essaie d'imiter le fonctionnement du cerveau. Donc c'est un réseau de neurones, mais cette fois artificiel, avec des dizaines, si ce n'est pas des centaines de milliers de neurones. Et comme un être humain, que dès la naissance commence à apprendre, il faut l'entraîner, il faut lui donner des exemples. Et la machine, ces neurones, se configurent pour apprendre à faire des tâches. Et puis une fois que l'apprentissage a abouti, on peut laisser la machine libre de fonctionner. Et souvent pour des tâches tout à fait sophistiquées, mais pas tout à fait générales non plus, les machines arrivent aujourd'hui, avec ce paradigme, faire des choses intéressantes. Vous-même, vous avez beaucoup travaillé dans le domaine de l'image, du codage de l'image, du codage de l'information aussi plus général. Comment utilisez-vous l'intelligence artificielle dans le cadre de vos travaux, de vos recherches et de votre recherche appliquée? Pas seulement dans mon cas, mais dans le cas de pratiquement toutes les disciplines qui existent aujourd'hui, l'intelligence artificielle, si ce n'est pas déjà, va avoir une influence. Et moi, je travaille dans le domaine d'imagerie et de multimédia. Et nous utilisons l'intelligence artificielle de différentes façons. La façon la plus répandue, c'est d'optimiser les systèmes. Donc au lieu d'avoir un être humain qui va passer beaucoup de temps à régler, trouver les bons paramètres pour que le fonctionnement de système multimédia soit optimal, on donne ça à une machine. C'est la machine qui va faire ce travail énorme, mais des fois pas très intéressant à faire. Et on utilise aussi dans mon domaine l'intelligence artificielle pour définir de nouveaux types d'algorithmes, pour reconnaître par exemple des images ou à travers des descriptions qu'on appelle des prompts, créer des images, des vidéos, des audios qui décrivent un petit peu ce qu'on désire. Et on n'est qu'au début de cette histoire, mais à terme, et quand je dis à terme, je parle de 3 à 5 ans, et probablement on n'a plus besoin même d'avoir une caméra qui me regarde et qui me filme, et après qu'on va remontrer ces images, on va juste écrire, on va dire il y a Touraj, si on lui pose telle ou telle question, est-ce que vous pouvez faire une audio ou une vidéo carrément de la réponse que Touraj vous donnerait. De votre point de vue, c'est un progrès ou un danger? Comme toute technologie, c'est à la fois un progrès et un danger. Donc on peut prendre n'importe quelle technologie.
il y a des façons positives et des façons moins positives de l'utiliser. Alors il faut, et c'est ça le défi, il faut essayer de tirer profit autant que possible des côtés positifs de l'intelligence artificielle, tout en limitant les côtés négatifs de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle peut nous aider à diminuer les coûts, à faire beaucoup de tâches qui sont ennuyantes, peut-être même pas des fois à la dignité de l'homme, de l'humain. Mais en même temps, on peut l'utiliser aussi pour des choses comme la fraude, la désinformation et des choses qui sont pas tout à fait légales même des fois, si ce ne sont pas éthiques non plus. Est-ce que c'est un risque pour la créativité, pour le droit d'auteur, pour rémunérer les artistes, les gens qui ont de l'imagination? Oui, si ce n'est pas bien fait, il y a un risque. Et le paradigme actuel de l'intelligence artificielle, c'est sur l'apprentissage. C'est-à-dire, il faut qu'on montre des exemples à la machine pour que la machine puisse apprendre et devenir ce qu'on appelle intelligente. Ces exemples viennent souvent des êtres humains, parce que c'est des textes, c'est des images, c'est des vidéos qui ont été créées par des êtres humains. Souvent, ces textes, ces images, ces vidéos, etc., ont des droits d'auteur associés, parce que ça vient de la créativité d'un être humain, et puis, bon, il faut le reconnaître, et souvent il y a un retour sur investissement si le résultat était utilisé. Malheureusement aujourd'hui, on ne voit pas suffisamment d'efforts dans cette direction, et il y a ce danger. Donc mais il faut le reconnaître aussi, il faut rappeler qu'il y a énormément de procès aujourd'hui dans des tribunaux dans le monde entier, par des maisons de livres, par des artistes, des peintres, etc., des photographes, des gens qui sont dans le monde du cinéma, qui attaquent justement des sociétés qu'on connaît, qui sont aujourd'hui en train d'offrir de l'intelligence artificielle à presque tout le monde. Je parle des sociétés comme OpenAI, comme Microsoft, comme Google, qui offrent des produits à tout le monde qui le veut. Et évidemment, en échange, leur demande une compensation qui est monétaire et qui, derrière, ces compensations ne sont pas redistribuées vers ceux qui ont fait, qui ont permis à ces machines de devenir intelligentes. Je parle des créateurs de contenu dont les résultats ont été utilisés pour entraîner, pour apprendre à ces machines de se comporter de la façon qu'on le désire. Est-ce qu'on peut faire confiance aux résultats produits par l'intelligence artificielle? La confiance, effectivement, c'est un des sujets très difficiles en général, mais surtout quand on parle de l'intelligence artificielle. Le paradigme actuel de l'intelligence artificielle fait que le système n'est jamais parfait. On lui apprend à devenir de plus en plus parfait, mais on n'est jamais sûr si cette perfection a été atteinte et quelle est la distance qu'on a par rapport à l'idéal. Donc beaucoup de systèmes basés sur l'intelligence artificielle, je parle par exemple, ChatGPT, quand on leur pose des questions et qu'on leur demande de nous donner une réponse, ces réponses peuvent avoir des erreurs qu'on appelle des hallucinations. Moi, je me souviens d'une histoire assez intéressante. Quand ChatGPT est sorti, un de mes amis a demandé à ChatGPT de faire une biographie d'une page de moi. Et il me l'a envoyé. Et c'était très intéressant parce que ça commençait en disant « Je suis un ingénieur natif de Crans-Montana ». Et la raison pour laquelle ChatGPT avait décidé, l'intelligence derrière ChatGPT avait décidé que j'étais natif de Crans-Montana, c'était parce que souvent, probablement, si quelqu'un avait créé une société à Crans-Montana, il était plutôt natif de Crans-Montana, donc il avait trouvé qu'il y avait une forte probabilité que je sois
aussi natif de Crans-Montana, donc il avait dit que je suis natif de Crans-Montana. Alors il y a ce genre d'exemples qui existent toujours dans ces approches de la nature artificielle qui sont basées sur l'apprentissage, qui font que la machine n'est jamais à 100% correcte. Et il faut être méfiant, il ne faut jamais avoir confiance dans des résultats, mais il faut aussi dire qu'un chercheur ne fait jamais à 100% confiance à aucun système, que ce soit l'intelligence artificielle ou pas. Et donc la recherche et la science, justement, met toujours en question tout. Et puis on essaye de trouver des réponses, si on peut avoir confiance ou non, ou à quel point on peut avoir confiance. Votre entreprise est domiciliée à Crans-Montana. Quelles opportunités pourrait tirer la région de l'intelligence artificielle? Crans-Montana a une taille, je dirais, suffisamment grande pour compter et suffisamment petite pour aller vite et s'adapter. Mais comme il y a beaucoup de tourisme, par exemple, des hôtels, des restaurants, etc., l'intelligence artificielle peut jouer un rôle important pour attirer plus de touristes, par exemple, et plus de clients pour les hôtels. En leur donnant des conseils, par exemple, il y a des systèmes qui existent même aujourd'hui dans le domaine du tourisme. Et on voit souvent qu'il y a ce qu'on appelle des chatbots, c'est des programmes informatiques où on s'y connecte et puis après on dit bah, j'ai 3 jours à disposition et puis qu'est-ce que Crans-Montana peut m'offrir. Et puis, des fois, on donne des informations sur qu'est-ce qu'on aime bien ou qu'est-ce qu'on aime moins ou quel est notre âge, etc. Et le chatbot peut faire des suggestions en disant en 3 jours, en tenant compte de temps, en tenant compte de votre intérêt, etc. Voilà ce que vous pouvez faire. Et si c'est bien fait, si on utilise vraiment l'expertise et on apprend à la machine d'utiliser l'expertise d'un être humain qui le fait, ça peut donner des résultats intéressants à des coûts plus bas. Ça peut tourner 24 heures sur 24 parce que le touriste peut être aux États-Unis et puis il est 3 heures du matin, donc il ne peut pas carrément parler avec quelqu'un. Donc ça peut apporter des valeurs ajoutées. Mais il faut aussi pas oublier qu'il y a des dangers. Comme tout, il y a des dangers. Donc, l'intelligence artificielle dans le domaine du tourisme, l'intelligence artificielle dans le domaine de restauration et hospitalier en général, c'est très intéressant, mais il faut que ça soit fait de manière responsable et correcte. Qu'est-ce que vous diriez à nos lecteurs par rapport à l'intelligence artificielle? Quelle est l'approche qu'on devrait avoir en tant que citoyen, en tant que public? L'approche qu'il faut avoir vers l'intelligence artificielle, c'est la même approche que toute nouvelle technologie. Toute nouvelle technologie vient avec des côtés très positifs et il faut en tirer parti. Il faut pas l'ignorer. Il faut l'utiliser. Il faut les posséder, ces avantages. Mais ça vient aussi avec des côtés moins positifs. Et là, il faut déjà s'informer et savoir quels sont les côtés négatifs d'une technologie et être responsable. Je vais vous donner un exemple, peut-être qui pourrait être plus parlant. Vous savez, l'automobile, c'est une technologie fantastique qu'on connaît maintenant depuis à peu près 150 ans. Et au début, quand les voitures ont commencé à apparaître, la situation était un peu différente. N'importe qui avait les moyens pouvait acheter une voiture et puis sauter dedans et aller se promener. Mais vite, on a découvert que, ah non, ça ne va pas parce qu'il y a des voitures qui se heurtaient et puis que ça faisait des dégâts, et même des fois la mort. Et puis on a dit non, il faut des règles. Et puis non seulement il faut des règles de la route, mais il faut aussi former les conducteurs. C'est pour ça qu'on a des permis de conduire. Donc aujourd'hui,
On ne peut pas aller facilement acheter une voiture et puis sauter dedans et puis aller juste se promener sans rien. Il faut démontrer qu'on est capable de conduire de manière responsable une voiture et qu'on connaît les règles. Et ça va être la même chose avec l'intelligence artificielle. On doit comprendre les règles, on doit comprendre et être responsable à travers une formation pour l'utiliser de la manière comme il faut, tout en étant conscient des limites ou les dangers de cette technologie. Merci, Toradje Brahimi.